Entre terre et mer, le parc national des Calanques est aujourd'hui le poumon vert de Marseille. Situé en périphérie de la cité phocéenne, ce domaine a été classé parc national en 2012 pour protéger les 8500 hectares de criques et de garrigues, en plus d'un domaine maritime de 44 000 hectares. Quand tu te balades ici dans les Calanques, tu as l'impression d'être privilégié. Est-ce que l'endroit il est pas quand même extraordinaire? Moi, je le dis tout le temps, Sormiou est un écrin et les cabanonniers en sont les joyaux. C'est déjà un lieu pour pouvoir se reposer, oublier un peu tous les tracas de la vie. Au niveau national, les Calanques de Marseille et de Cassis, c'est purement magnifique, quoi. Classés depuis 1975, les sublimes Calanques se situent dans le département des Bouches-du-Rhône. Mais derrière la vision de carte postale, la création du parc est loin de faire l'unanimité. La grande spécificité de ce parc, c'est à la fois son caractère périurbain, mais aussi son caractère à la fois terrestre et marin. Mais avant de faire un parc, on aurait dû, à mon avis, protéger et créer le parc après, et pas faire l'inverse. Alors d'un côté, vous avez les Bourrouges, de l'autre côté, vous avez les Goûts. Vous avez le choix dans le parc national. Et en fait, vous avez dans les fonds marins plus de 32 millions de tonnes de boue rouge qui tapissent tous les fonds marins. On est assis sur un trésor, il faut juste savoir le sublimer. Car le parc doit cohabiter avec une métropole de 2 millions d'habitants, et tout ce que cela a comme conséquence écologique. Une voisine envahissante et polluante pour un parc qui divise. Il est 5 heures, une journée comme les autres commence au sein du parc des Calanques. Dans les hauteurs du port de Cassis, les vendangeurs s'activent déjà. Allez, par ici les derniers. Quelques petits rappels au niveau de l'organisation des vendanges. Donc comme vous le savez, vous êtes 2 par rang. Attention aussi de ne pas vous blesser comme vous serez l'un en face de l'autre. Donc voilà, que ça se passe bien. Allez, prenez chacun votre seau et votre sécateur et on y va. Nous sommes dans les vignobles de la ville de Cassis, une zone protégée du parc qui regroupe 210 hectares de vignes. C'est une appellation qui compte 12 domaines. C'est la plus vieille AOC de France. Vous avez 9 qui sont en agriculture biologique. Il y a une vraie volonté de la part des vignerons de respecter leur terroir, de protéger cette appellation. Et c'est pour ça justement qu'au moment de la création du parc des Calanques, on a souhaité s'y insérer. C'est une reconnaissance pour le travail qui est fait pour les vignerons justement par rapport à ce travail en agriculture biologique, parce que ça nous aide à protéger notre terroir. À 25 km de là, même si on a du mal à le croire, nous sommes dans le 9e arrondissement de Marseille. Les chasseurs profitent des premières lueurs du soleil pour giboyer. Dans les hauteurs de Sormiou, une Calanque, Ange et son petit-fils partent lever la palombe. Allez, le vieux, bouge-toi un peu. Avant, je sautais là. Et maintenant, je ne saute plus. Riou, le grand conclu, le petit conclu. Et là, on ne peut plus y aller. C'est interdit. Et parce qu'il y a le parc national, on ne peut plus chasser. Voilà. Oui, on nous a dit au début du parc, ah, vous pourrez chasser, mais on ne nous a pas dit où. Ils n'ont pas mesuré l'impact négatif que le parc a eu pour les pêcheurs, les chasseurs et même les promeneurs. Mon grand-père me menait, là, j'avais 7-8 ans, et c'était le paradis. Eh bien, sur 3700 hectares, je crois qu'il nous reste 1200 hectares. Tout ce que tu vois là, c'est plat, là. Les herbes blanches, la brûlée, le plateau de Sainte-Foy. On nous a tout levé, les parties plates. Maintenant, ils nous ont laissé, il faut un hélicoptère pour y aller. Et on va attendre ici, tranquille, voir ce que ça donne. S'il passe de grives. Marseille est encore endormie, mais en bas de la Canebière, sur le vieux port, les premiers pêcheurs partent de bonne heure pour lever leurs filets dans les Calanques. Voilà, ça c'est le commencement d'un filet, oui. Allez, celui-là il est beau, regardez. Beau rouget celui-là, voilà. C'est un poisson noble ça. Ça vend très cher ça. À 25 €, déjà on fait la journée quoi. C'est la rascasse ça, oui. Petite rascasse. Il ne faut pas se piquer avec ça, hein. Moi j'aime tout poisson. Le principal c'est qu'il soit bien frais, voilà. Bon, le meilleur c'est le rouget, hein. C'est la grive de Marseille, la grive. Ah là, si c'était les palombes, on ne peut même pas les tirer, tu vois.
trop loin. Vincent, s'il passe un avion un peu bas, on y tire pour rigoler. Prends le pain, pour nous. Merci, bonne journée. À demain. Tous les matins, je vais venir chercher le courrier aussi. Ça se mérite, Morgiou. Hélène travaille dans la calanque de Morgiou depuis 15 ans, une crique nichée entre le quartier des Baumettes et la mer. Cette calanque est restée intimiste et la vie y est sommaire. Ici, pas de boulangerie, pas de courrier et pas d'eau potable. J'ai pas compté l'eau. Hein. Vous n'avez pas compté l'eau encore? Non, mais je sais, vous n'avez pas dit combien, donc... oui, c'est vrai. Hein, après, elles sont frais, presque. Par rapport aux autres calanques, on a l'électricité. Ce qui est bien pratique, quand même. Et l'eau, on s'adapte. On donne un verre d'eau. On ne remplit pas les gourdes ou les bouteilles. L'eau est rare et chère. Morgiou se mérite. On n'a pas que des avantages, mais c'est tellement superbe. Une cinquantaine de propriétaires de cabanons vivent à l'année dans ces petites maisons de pêcheurs rustiques, nichées au milieu de cette crique allongée aux rives escarpées. Ces cabanons sont devenus le symbole d'un certain art de vivre, et on en trouve dans certaines autres calanques. Bonjour Lily. Je vais chercher le pain. T'en as deux? Oui, 3. Il y en avait en tout. 3, oui. C'est compté. Je suis la chouchoute. Merci. Allez, à demain. Merci, à demain Lily. C'est très agréable de vivre ici. On est proche des gens. Dans le massif d'Envaux, les gardes forestiers du parc national entament leur patrouille matinale. Gérer les 2 millions de touristes qui parcourent les sentiers des Calanques chaque année n'est pas une mince affaire. Et pour David, c'est un travail incessant, car la plupart de ses visiteurs ne connaissent pas les règles en vigueur en milieu protégé. Monsieur, là, bonjour. C'est l'ONF. Donner une petite information sur les conditions d'accès et puis sur la faune et la flore des Calanques. Ça marche. Merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Depuis avril 2012 a été créé le parc national des Calanques, mais déjà auparavant c'était protégé. Cet espace naturel était au régime forestier depuis 1890, classé Natura 2000 depuis 1973. Cela fait plusieurs décennies que cet espace naturel est protégé. J'ai beau travailler ici, franchement, tous les jours, quand je passe devant ce paysage, je suis toujours autant émerveillé. Parce que le Cap Canaille là, qui tombe dans la mer, la couronne de Charlemagne, le massif des Calanques, ça vaut quand même son pesant d'or. Ah, c'est un paysage vraiment particulier qu'on pourrait avoir dans les Calanques grecques. On a ce qu'on appelle, nous, ce milieu ouvert qu'on appelle en peau de léopard, puisqu'il y a une alternance entre les milieux d'éboulis et les milieux plus de garrigues ou boisés. On a une biodiversité intéressante. Il faut être à la fois forestier, à la fois naturaliste, pour connaître à la fois les plantes, les animaux, comme les rapaces. Vu sa petite taille, c'est un faucon, ce vol particulier. Là, il est en chasse, un vol stationnaire comme ça. Bruno est président de l'association naturiste phocéenne et il organise ce qu'il appelle des randonnues sur les 28 km de pistes qui longent 18 calanques. Mais la première fois que j'ai rencontré cet endroit, comme d'autres endroits dans les calanques, j'étais seul. Et j'avais vraiment l'impression de découvrir un trésor. J'ai l'impression d'être privilégié. C'est à une demi-heure de la ville, parce que de l'autre côté, il y a un camp militaire, de l'autre côté, il y a le 11e arrondissement. On fait partie du 11e arrondissement ici. Et en plus, dans notre tenue, on se démarque complètement de l'appartenance avec la société. Parce que, voilà, on est nus et on a l'impression d'être un territoire complètement naturel. C'est quoi la marque de tes chaussures? Ah oui, on a des chaussures. C'est un peu vivons cachés pour vivre heureux. Et quand les gens savent qu'on existe, eh ben, ils ont l'impression, pour eux, que c'est nouveau. Alors que le naturisme existe dans les Calanques depuis plus d'1 siècle. C'est un des premiers lieux où le naturisme a été pratiqué en France. On fait partie du patrimoine culturel, parce que pour moi, c'est une sorte de culture, c'est un mode de vie. On porte toujours quelque chose à portée de main pour se rhabiller rapidement si on croise des gens qu'on voit longtemps en avance. Si on voit au dernier moment, on reste naturel. Et moi j'ai une petite jupette, ça me permet de rien enfiler
Comme ça, je me casse pas la gueule quand je mets quelque chose. Bonjour. Un short rapide, oublié. Tout ce qui traîne par terre, je regarde ce que c'est pour éventuellement le ramasser. Vis-à-vis de tout le monde, quand tu bois une canette, ben, tu ramasses ta canette. Mais bon, en général, un short rapide, c'est à nous. À cheval sur 3 communes, Marseille, Cassis et La Ciotat, le parc national des Calanques abrite des trésors de notre patrimoine à protéger. 140 espèces terrestres animales ou végétales et plus de 60 espèces marines. Au niveau national, les Calanques de Marseille et de Cassis, c'est purement magnifique, quoi. Comme quand même c'est un grand site naturel de France, et il était normal de le protéger à son niveau et d'en faire un parc national. Je suis originaire de Bretagne, mais je suis sur Marseille depuis 8 ans. Avant, j'étais dans les départements d'outre-mer, dans les Antilles françaises. Le travail me permet aussi de prendre ce genre de poste, puisqu'on est un peu partout. Regardez, là ils nous ont vus, ils dressent le poil, là. On est chez eux là. Ah bah là c'est la mère, c'est la lait, qui vient voir un petit peu qui on est, elle nous renifle, qui protège ses petits, mais bon. Le sanglier aussi nous aide puisqu'il mange des glands, mais il les met en terre. Le fait qu'il fouille la terre, ça fait qu'ils ensemencent le gland qui va donner un chêne. Quelque part, il fait un peu ce travail comme un forestier pourrait le faire. Le sanglier, il faut d'abord l'autorisation du préfet pour faire l'abattu. Après, bon, on peut le tirer tous les jours. Les 300 cabanons installés sur les Calanques se transmettent de génération en génération. Mais tous les cabanonniers ne sont pas propriétaires. On est parti. Nous sommes partis, il n'y a rien. J'ai vu, j'ai pas entendu un coup de fusil. Non. Autrefois, le cabanon était un lieu de refuge pour les pêcheurs. Ils pouvaient y ranger ses filets et y passer la nuit à l'abri. Ce n'est qu'au XXe siècle que le cabanon prend sa forme définitive de petite habitation. À flanc de falaise, Sormiou est l'une des 2 Calanques habitées, avec Morgiou, et appartient à une seule SCI familiale. Leurs ancêtres communs avaient acheté Sormiou en 1876 et y avaient construit 128 cabanons. Un restaurant y a aussi été installé sur le domaine public maritime. C'est mon cabanon. Le mien, c'est un des plus petits parce que d'abord il s'appelle le pétélé, ça veut dire le petit. À l'époque, quand j'avais mes enfants en bas âge, là il y avait un lit superposé et là il y avait un petit lit dessus. Avec l'échelle, il montait le dernier. Voilà, alors là nous avons la lumière sur panneaux solaires. Il y a 8 cabanons sur 10 qui ont les panneaux solaires. Par contre, on n'a pas d'eau potable. Alors l'eau potable, on l'amène dans les bidons. Pratiquement tous les cabanons ont une citerne d'eau. On récupère les eaux de pluie qui descendent, qui rentrent dans la citerne. Il y a à peu près 9 mètres cubes là. Il faut être habitué, hein. Il faut avoir l'esprit cabanonnier. C'est pas tout rose. Hein. Chaque habitant est dépositaire de sa maison, qu'il loue pour environ 800 € par mois. Et depuis 3 ans, plus question de louer ou sous-louer son cabanon l'été en cœur de parc, sous peine de perdre le précieux bail. En revanche, aux portes des Calanques, le quartier de la Cayolle, qui avait mauvaise réputation, aiguise tous les appétits des promoteurs immobiliers. Pour y vivre, il faut désormais dépenser 3 000 € au mètre carré. Quant aux cabanonniers de Morgiou, qui sont tous propriétaires, ils ne peuvent ni louer ni revendre leur cabanon. La procédure est devenue très simple. Ils doivent avoir l'aval du parc national, de l'ONF et du domaine maritime. La législation est très rigoureuse, car ces 2 Calanques habitées sont situées en cœur de parc. Ah, ça va commencer. Une trentaine d'éco-gardes, en équipe de 2 ou 3 personnes, parcourent à pied ou en bateau les sentiers et le plan d'eau du parc national des Calanques. Ils vont à la rencontre des visiteurs. Je suppose que c'est votre animal? Non, je ne le connais pas. Oui, c'est bien, oui. Donc le chien est autorisé, mais on demande à ce qu'il soit tenu en laisse. Mais après, il est autorisé. Voilà. Hop. Ben voilà. Vous avez un sentier noir qui part, donc ça vous permettra d'avoir un petit point de vue en hauteur, en retour, si c'est un peu dégagé. Ok, d'accord. Vous êtes l'Office national des... Non, non, les éco-gardes du parc. Je vous laisse ça.
Juste histoire de, voilà, de se dire ce qui peut vivre ici, parce qu'il y a quand même beaucoup d'espèces, il y en a 190 qui sont protégées. Il faut faire de la sensibilisation comme ça, surtout sur cette balade-là, c'est la plus accessible. Hein. Tu trouves la moitié de la ville de Marseille qui va à Marseille vert le dimanche, avec les nanas en talons, machin et compagnie, tu vois, voilà quoi. Ma fille se demandait s'il y avait des vipères. Quoi. Non, il n'y a pas de vipères. Couleuvres, mais pas de vipères. Quoi les couleuvres? C'est des serpents qui ne vivent pas. C'est des petits serpents mais qui sont moins méchants. Vous avez un côté marin, donc tout ce qu'on peut trouver dans la mer. Donc, par exemple, regardez, donc vous savez ce que c'est? Un dauphin. Et si vous avez de la chance, vous aurez peut-être celui-ci. Celui-ci, c'est l'aigle de Bonelli. On a un seul couple dans les calanques. Il n'y en a plus que 50 en Europe. Waouh. Ils sont protégés ou pas? Et voilà, ils sont très protégés. Certaines réglementations qui forcément changent les habitudes de certaines personnes. C'est vrai qu'il y a 40 ans, comme on entend souvent, les calanques, on venait, on faisait quasiment ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes problématiques, on a de plus en plus de monde. Il faut évoluer aussi. Hein. C'est mon patrimoine, je suis marseillais, vivant ici. Ici, vous êtes dans un arrondissement de Marseille. Et ce qui est fou, c'est ça, c'est que vous avez l'arrondissement basique, le côté urbain avec le goudron, les petits arbres protégés. Regardez. « 8000 hectares terrestres à entretenir, mais aussi 44 000 hectares maritimes à surveiller, la tâche des écogardes est énorme. Ce matin, la mission de comptage des poissons a lieu dans une zone interdite à la pêche. Ah donc Anne-Laure, t'as 4 mètres au brouillage à l'abri là sur la digue? Ouais. Ils vont faire un suivi en apnée des espèces, de toutes ces espèces sur ce secteur. On a des habitats ici au niveau fond marin qui sont très intéressants dans les calanques. On est aussi sous l'influence du Rhône, donc on a beaucoup de nutriments qui passent dans les eaux du parc. L'idée en fait, donc là on a mis en place des zones de non-prélèvement, dont l'objectif est entre autres d'assurer une zone de quiétude pour les peuplements de poissons. Et on va faire des suivis de façon régulière tous les ans pour voir comment évoluent ces indicateurs. Bah, écoute, c'est pas mal hein, au niveau poisson. Ouais. Je trouve qu'il y a une belle diversité d'espèces. Et les ZNP sont toutes jeunes, mais on a quelques signes encourageants, notamment sur la girelle ou sur les sards. Avec la création de cette zone de non-prélèvement, les pêcheurs ont vu leur zone de pêche diminuer de 10% dans les endroits les plus poissonneux. Ces zones ne sont pas très visibles. Aussi, depuis 2 ans, le parc national a mis en place une police de l'environnement. On a une mission de police de l'environnement et donc on est effectivement commissionné, assermenté sur la réglementation, parc national, espèces protégées, police spéciale en mer. Alors pour l'instant c'est un petit peu récent, les zones de non-prélèvement, ça fait 2 ans et demi qu'elles existent. Après il n'y a pas trop de doutes sur les bienfaits de ces mises en place. Ici c'est une zone de non-prélèvement. Hop, là, on va aller voir la dame qui est en train de pêcher. Là. Parc national des Calanques, vous remontez la ligne s'il vous plaît, c'est une zone de non-prélèvement ici. La pêche est interdite. Pour de la pêche, on peut verbaliser aussi. Après, là, on se rend bien compte que c'est des petites familles qui ne sont pas au courant de la réglementation. Il faut savoir que c'est quand même des amendes qui sont très lourdes sur la pêche en ZNP. Donc, sur des cas comme ça, on préfère quand même, pour l'instant, privilégier encore l'information. Ceux qui persistent à pêcher dans la réserve sont passibles d'une amende de 22 500 €. Et la diminution des zones de pêche ne fait pas que des heureux sur le Vieux-Port. Parmi les 275 pêcheurs professionnels des Bouches-du-Rhône. C'est 25 le kilo. Le boulet? Ah mais c'est là, et le bateau il arrive, ça y est, ils sont là. La pêche c'est un peu plus dur qu'avant, on va dire quand même. Hein. Je veux dire, il faut aller un peu plus loin, il faut mettre plus de filets pour prendre un petit peu de quantité de poissons. Ah, la bouillabaisse, c'est quand ça bout, on baisse. Voilà. Allez, donc on va mettre de côté la bouillabaisse. Ouh là là, on va l'enlever celle-là, on va la mettre pour le chef. Chapon, rascasse, voilà. À 2 km de la Canebière, le petit port du 7e arrondissement de la ville reste l'un des fiefs de la pêche traditionnelle locale. Nous sommes au Vallon des Aufs, où 200 personnes habitent à l'année dans des cabanons. Bonjour mes poulettes. Certains artistes sont même devenus propriétaires, comme Pascal Morabito, l'architecte et designer français. Voilà, ça fait une éternité, hein. Ça fait plaisir de vous voir, hein. Vous êtes en forme, hein. Même, là, c'est le côté. Ça vous fait quel âge maintenant? 83. 83. Au Vallon, on est bien.
Il y a trop de monde. On ne peut pas respirer. Et on s'est installé il y a 25 ans et ça n'a pas changé. On a eu 17 cabanons. Non. Ouais. J'ai collectionné les cabanons comme on collectionne les petites voitures. Parce que chaque fois, dans chaque cabanon, il y a une vie différente. C'est une ambiance. Alors, on pouvait prendre le pastis là, ou l'apéritif là, ou faire une petite sardinade ailleurs. 17. Alors, c'est grâce à ma petite femme que nous vivons ici. Parce que quand je lui ai dit, est-ce que tu serais prête à vivre à Marseille, elle m'a dit oui. Je dois dire que tout seul, je ne serais pas venu. On a fait de notre travail un style de vie. Je travaille sur la résilience de l'art, c'est-à-dire que je prends des pièces d'archéologie complètement explosées, cassées, et je les reconstitue avec des couleurs et j'en fais des nouvelles pièces. C'est magnifique ça. Tiens. Précolombien, précolombin, on va le refaire vivre d'une manière contemporaine et en faire en somme une pièce historique qui devient une pièce d'art contemporaine. Il est un peu plus de 11 heures dans les îles des Calanques, îles qui sont interdites au public. 8 équipes de gardes-moniteurs se partagent le secteur. La plupart sont des jeunes diplômés en géographie et environnement. Ils sont aussi là pour protéger les espèces vulnérables, notamment le puffin cendré, un oiseau qu'on trouve sur l'île du Riou. Voilà, ça c'est un terrier de puffin. Donc ça c'est un poussin qui est proche de l'envol, il a encore du duvet, il n'a pas encore le plumage définitif. Les puffins sont des oiseaux marins pélagiques, donc qui vivent en mer tout au long de l'année et qui reviennent à terre uniquement pour les besoins de la reproduction. Donc ça niche uniquement sur des îles, on n'en trouve jamais sur le littoral. Donc notre mission par rapport au suivi des puffins, on fait des passages tout au long de la reproduction. Donc après la ponte, après l'éclosion et un petit peu avant l'envol, quand on peut attraper les oiseaux, on les bague pour les identifier. Et avec ce programme de bagage, on obtient des données sur la biologie, l'écologie de l'espèce. Puis après, une fois qu'ils ont un site de reproduction, ils le gardent quasiment toute leur vie. Il y a des oiseaux qu'on recontrôle, qu'on a bagués dans des terriers il y a plusieurs années et qu'on recontrôle exactement dans le même terrier avec le même partenaire des années plus tard. Donc ça, c'est des oiseaux qui vont partir en mer dans quelques jours et ils ne poseront plus une patte à terre et qui seront matures sexuellement à l'âge de 4-5 ans et donc ils reviendront dans 4-5 ans pour se reproduire sur les îles. Le puffin se reproduit sur les îles provençales, mais il n'est pas le seul. Les archipels de Riou et du Frioul rassemblent 15% des oiseaux nicheurs de Méditerranée. On va tirer le filet que j'ai posé hier soir. Il faut attendre un petit peu pour voir s'il y en a un poisson. Au large, Paul est l'un des 9 derniers pêcheurs professionnels des Calanques. Il pourra continuer à pêcher jusqu'en 2027, mais ne sera jamais remplacé. Voilà, une bonite. Il y a beaucoup d'endroits où je ne peux plus pêcher, oui, ça a changé, oui. Ils ont pris beaucoup des hectares, nos prélèvements. Mais à Morchou même, on peut pêcher partout. Morchou, on est 2 pêcheurs. Il reste 2. Et malheureusement, bientôt, il n'y a plus personne. Et déjà, ils veulent plus lever très bonne heure le matin. Et mon fils, il ne continue pas. Et puis mon collègue qui a aussi un fils et une fille, personne ne va prendre la suite. Alors. Tous les jours, Paul livre son poisson frais aux habitants et à l'unique restaurant de Morgiou. Ah voilà, ça c'est frais de frais. Hein. Salut Paul. Messieurs, bonjour. Good poisson. Les enfants, service. Personnel. 4 personnes en haut, c'est bon. Les 4 générations, on était pendant un moment. Maintenant, on n'est plus que 3. C'est mes parents qui sont tombés amoureux du coin. Ils ont demandé en partant s'il y avait un cabanon à acheter. Et les propriétaires du bar qui venaient de perdre le papa sont passés en allant à Paris. Ils ont dit si vous voulez, c'est à vendre. Et on a pris à Pentecôte de l'année 1964. J'ai un gourmand, Lolo, une noisette et 2 cafés. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ce bourrique? Vous avez M. Grondona. M. Grondona, c'est le doyen des pêcheurs. Au Vallon des Aufs, on conserve la tradition de la pêche des poissons de roche pour la bouillabaisse. C'est un grand-père
était en Italie, il est venu ici, c'est ça? Il est venu en France, oui. J'y suis né dans la bouillabaisse. Parce que la bouillabaisse, c'était le plat des pauvres avant. C'était les pêcheurs avec les matelots, grand-papa, il mangeait le cabanon, c'est ça? Oui, il mangeait là, dans le cabanon. Ah, moi, je cuisine pas, moi. Ah bon, vous la mangez? Je la mange. C'est qui cuisine alors? C'est ma femme. Je vais porter ça et je reviens. C'est vrai que c'est un plat qui est très emblématique et qui nous colle à la peau. Quand j'ai repris le restaurant, elle existait déjà. Donc je l'ai conservé bien évidemment à la carte. Et voilà, chef. Allez, à demain. Merci. On est 4. Le chef. Maître, ça va? Bonjour. On va voir si... Parce que moi, je suis un spécialiste à bouillabaisse. C'est un plat convivial quand même. On mange ça autour d'une table, on pioche dans les poissons, on remet un petit peu de soupe, le croûton, la rouille, l'aioli. Voilà. La bouillabaisse, c'est ni plus ni moins que des poissons qui sont pochés à l'intérieur d'un bouillon. La bouillabaisse est servie en 2 étapes. Ça, c'est la soupe de poisson. Et ça, c'est le côté un petit peu plus liquide de ce que nous rend la soupe de poisson, que l'on utilise pour mouiller la bouillabaisse. La difficulté, c'est d'avoir ces poissons qui sont quand même de tailles différentes. On commence par le poisson le plus gros, on attend un petit peu, on rajoute le deuxième poisson que l'on juge être le plus long à cuire. Et il faut être prêt à l'instant T où tous les poissons sont cuits de la même manière, au même moment. Il y a du tempérament, il y a du caractère, il y a de la mâche, voilà, et ça c'est intéressant. Ça nous replonge un peu dans notre vie marseillaise. Délicieux. Avant, là, il y avait tout ça, c'était des cabanons et malheureusement, ils les ont fait détruire. Je suis assez contre de démolir tout ça. Parce que ça donne un charme à une ville que tu ne peux pas retrouver. Ces anciens baraquements de pêcheurs sont devenus denrées rares. Mais dans la calanque de Sormiou, les cabanons et établissements de bord de mer sont dans le collimateur des autorités. Construit sur le domaine maritime, le plus vieil établissement de Sormiou est sur la sellette. Et voici, bonne dégustation. Depuis des années, ils veulent faire détruire. Je ne pense pas qu'ils vont être détruits comme ça facilement. Ils vont détruire 2 petits cabanons qui ont été construits sans autorisation. Moi, ici, c'est pas qu'ils veulent me détruire. Parce qu'en fait, ce restaurant, il est là depuis plus de 100 ans. On nous dit qu'on risque de polluer, par exemple. Moi, je dis, depuis 100 ans, on est là, on n'a jamais rien pollué. Ce restaurant, il n'a jamais rien pollué. J'ai passé 7 ans de ma vie ici à rénover et à honorer mon métier. C'est pas comme ça que je m'en irai. C'est pas comme ça que je m'en irai. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un bail de 100 ans. Le terrain, il appartient aux affaires maritimes, donc ils vont les démolir tous les deux. Ça n'a rien à voir avec tous les autres de cabanons. J'en ai 78 et un mois. Ah, le mois, il est important. Oh. Le mois, il est important. Eh, oh, je suis plus près des 80 que des 28 quand même. Hein, non. Un cabanon, ça se transmet, ça ne se vend pas. La raison est simple d'abord. Les cabanons appartiennent qu'à un seul propriétaire. Ce qui fait qu'on est tous locataires. On est heureux de l'être et on espère bien l'être encore bien longtemps. Parce que quand un enfant est né à Sormiou, quand il grandit à Sormiou, quand il se marie plus ou moins à Sormiou, il ne veut pas le quitter. Moi, sur 3 garçons, j'en ai 2 qui se sont mariés avec des filles de Sormiou. Et une, elle n'était pas loin, elle était juste après Cassine. Et toi, malgré ton âge, peut-être que tu as déjà des vues sur quelqu'un. Non? Non. Tu ne veux pas le dévoiler à grand-père ou à la grand-mère, ce qui est tout à fait normal. Tu la connais, l'histoire? Tu la connais pas, l'histoire? C'est quand l'on voit un moustique se poser sur ses testicules que l'on se rend compte que tous les problèmes ne sont pas résolus par la violence. Allez, santé, président. À la randonnée en liberté. À la randonnée en liberté. Le pique-nique s'impose chez les naturistes, mais les conversations tournent surtout autour des problèmes d'environnement du nouveau parc. J'ai été favorable. Je suis juste déçu qu'ils aient prolongé l'autorisation de déroger des liquides chimiques. Ce qui m'étonne un peu, c'est que par moment, j'ai l'impression que c'est plus facile d'obtenir une autorisation de polluer ou de massacrer un paysage ou un environnement que de faire du naturisme. Et le pire, c'est que c'est en cœur marin du parc national des Calanques. C'est la première fois qu'un parc national autorise des rejets chimiques au sein de son périmètre. Et la colère des défenseurs de l'environnement gagne du terrain. Dans le canton de Gardanne, l'usine Altéo fabrique de l'alumine, qui est exploitée pour obtenir de l'aluminium. L'usine décharge des boues rouges sur une commune située en bordure du parc. Mais cette pollution n'est pas uniquement terrestre.
Un système de pipeline mis en place dans les années 60 permet d'évacuer les déchets en pleine mer dans la fosse de Cassidagne, située en cœur de parc à 300 mètres de profondeur. En fait, vous avez dans les fonds marins plus de 32 millions de tonnes de boue rouge qui tapissent tous les fonds marins avec des métaux lourds et avec en plus de la radioactivité. Là, vous avez une usine qui se situe à Gardanne, qui est à peu près à 50 km de là. Et il y a une conduite qui parcourt tout le territoire en suivant une ancienne voie ferrée qui s'appelle la voie de Valdonne et qui arrive ici, qui plonge dans une rivière souterraine et qui part après ensuite en mer et qui va à 7 km à peu près au large recracher des déchets toxiques qui sont les boues rouges liés à l'industrie de la mine et ça date depuis les années 60. À part de savoir que cette conduite transporte justement ces déchets, c'est impossible de le voir parce que tout se passe sous mer. Des traces de ces sédiments sont observées de Cassis jusqu'à la rade de Toulon. Les pêcheurs sont les premiers à dénoncer une catastrophe écologique qui a des incidences sur leur outil de travail. Les boues rouges, alors il est très facile de constater qu'on n'y voit pas à travers et ça a complètement tué tout ce qui était corallien et toutes les espèces qui se reproduisaient à l'intérieur du canyon, elles sont complètement étouffées par ce phénomène, donc elles ne peuvent plus vivre à l'intérieur du canyon de Cassidagne. Là, ça a été pêché dans le canyon de Cassidagne, en bordure de fosse. Les éléments coralliens ont été étouffés, ils sont morts, se sont gorgés de bauxite. Les incidences sur la pêche, elles sont directes. Les gens n'y viennent plus parce que cette zone, elle est brûlée. On nous a tué notre jardin, notre territoire de travail. Et le pire, c'est les générations futures, pour moi. Si les boues rouges sont toxiques en mer, que dire des résidus déversés sur la terre? Il y a 2 ans, Béatrice, représentante du comité écologique de la Ciotat, découvre que l'usine de Gardanne utilise une autre décharge. Oui, alors nous sommes sur la décharge du Mentor, où sont toujours entreposées des tonnes et des tonnes de boues rouges qui ont été déversées depuis 4 ans, qu'elles ont été recouvertes d'un film protecteur et de tout venant. Le tout venant, c'est de la terre claire de tous les jours, quoi. Alors que pour éviter la radioactivité, il faut recouvrir de 2 mètres de terre végétale par-dessus. Nous sommes à 300 mètres du parc. Ils ont vendu leur parc en disant oui, ça va vous enlever les émissaires de Corsius, ça va vous enlever les boues rouges, toutes les pollutions, etc., etc. Vous verrez. Et 2 ans après, le CA du parc donne un avis de reconduction de 30 ans pour ces rejets. La seule chose dont il aurait pu nous protéger, c'est les boues rouges. Ben non, ils reconduisent. Alors, voilà. Les écologistes sont en colère. Les rejets d'Altéo devaient être stoppés en 2015. Mais le conseil d'administration du parc vient d'accorder un sursis sur 30 ans, à condition que l'usine aménage les filtrages de ces déchets. Le conseil d'administration a donné un avis favorable avec des réserves. Le parc national ne donne qu'un avis, considérant qu'à la fois tous les rejets solides allaient être stoppés fin 2015. Il a donc demandé à ce que des mesures fortes soient prises. Il y a donc une pression très forte qui est mise sur l'industriel de façon à tendre vers ce qui est l'objectif du parc, c'est-à-dire d'atteindre 0 pollution sur le parc, donc voire éventuellement l'arrêt total des rejets. Il n'y a aucun accord aujourd'hui qui a été donné sur les rejets. L'accord sur les rejets sera ou pas donné par l'État. La ministre de l'Environnement s'est saisie de ce dossier sensible, car l'entreprise est aussi fournisseuse d'emplois dans la région. De son côté, les représentants de l'usine Altéo ont refusé de répondre à nos questions. Ce qui se passe, c'est que le débat qu'on a eu au sein du conseil d'administration, c'était qu'il n'y a pas de processus qui dégrade aucunement. Donc cette alumine, si on fait fermer l'usine ici, donc cette pollution elle ne sera pas là, mais l'industriel, avec la mondialisation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller la poser dans un pays en voie de développement qui n'a aucune législation environnementale et en fait il va faire peut-être 10 fois pire ailleurs. Est-ce qu'on a le droit de déporter cette pollution et finalement on va les détruire ailleurs pour protéger chez nous, sachant que c'est nous qui utilisons les produits qui sont faits là. À Bouc-Bel-Air, les résidus de boues rouges sont stockés en plein air. Le spectacle est saisissant et les riverains de la petite commune sont très remontés. Et regardez l'état des arbres qui sont dans le lac. On se croirait sur Mars. Mais à l'époque où mes beaux-parents étaient encore là, ça fait une 15aine d'années de ça, ces 2 chiens, 2 bergers allemands étaient venus se promener, ils sont revenus avec les pattes brûlées. On a dû prendre notre dose de radioactivité là, non? C'est lamentable, lamentable. Avec son voisin, Mathilde se mobilise.
persuadés de l'extrême dangerosité des boues rouges. Ils se battent pour obtenir l'ouverture d'une enquête de santé publique. Avant les épisodes de vent, tout ça. Et vous la voyez maintenant. Ben oui. En ce qui concerne le vent, vous avez un échantillon. Ce que vous voyez en face devient comme ça. On dirait qu'il y a du feu. Ah, carrément. Le problème, c'est qu'on respire tout ça. Eh oui. Et on nous dit, c'est rien, c'est de la bouille, c'est de la poussière inerte. Et on a tous des emphysèmes, on a des problèmes respiratoires. Parmi les 6 habitants environnants, il y a 4 cancers. Parmi les mécontents, les chasseurs aussi sont sur le pied de guerre. Ils n'ont pas digéré d'avoir perdu 51% de leur territoire de chasse. Et comme à Marseille, tout le monde se connaît, ils vont plaider leur cause auprès de Jean-Claude Gaudin, le maire. On a fait ensemble, on a fait le cœur vaillant dans l'ensemble. Ah ouais, une amie d'enfance. Et ça ne nous fera pas rajeunir tout ça. Hein. Les deux compères sont habiles et comptent profiter de leur entrevue pour évoquer les problèmes entre cabanonniers natifs de Sormiou. Nous avons passé notre enfance, notre jeunesse, notre adolescence bruyante dans la calanque de Sormiou. Nous avons tous les trois un cabanon. D'ailleurs, j'ai reçu hier ma feuille d'impôt de loyer, plus exactement pour l'année prochaine. Quand on connaît Sormiou et qu'on est cabanonnier, on est écologiste avant les écologistes. Et les chasseurs, ils sont encore plus écologistes que les écolos. Jean-Claude, je regrette de le dire, mais on m'a levé du plaisir. J'ai bientôt 80 balais. Toutes les parties relativement plates, on nous les a levées. On a mis près de 12 ans pour arriver à obtenir le label. Et aujourd'hui, l'afflux des gens qui viennent dans les calanques est considérable. Cela a nécessité que l'on prenne aussi quelques précautions, mais les précautions ne doivent pas entamer les habitudes, les traditions de celles et ceux qui respectent avant tout l'environnement. Et si on allait prendre un petit bain? Marie voulait un gilet de sauvetage. Ah, c'est juste pour la photo, hein? Non, c'est... Tu prépares? C'est pour ce soir? Ah, tu cales palanque dorade. 83 ans, François. Il a une patience extraordinaire. Ce Marseillais pure souche connaît tous les trésors des calanques. Il accompagne chaque jour en bateau des touristes, mais aussi des locaux. Les calanques commencent sur les villages des Gouttes de la Madrague. C'est pour ça que c'est un parc semi-urbain. Simplement parce qu'il englobe une urbanisation. Et il n'y en a que 2 au monde, Sydney et Marseille. Là, on est ravis d'assister à tout ça. Hein. C'est la première fois que j'arrive à Sormiou comme ça. Là. Et d'arriver par la mer, c'est une merveille, c'est extraordinaire. C'est que vous avez sur la droite cette petite barque là, marquée Marseille, voilà, qui appartient à Jean-Claude Bianco, le découvreur de la gourmette de Saint-Exupéry. Si tu te fais attraper à pêcher une girelle avec une palangotte là au milieu, tu te prends 10 000 € d'amende. Et Péchiné, ben là, ils sont là, mais attends, mais c'est quoi ça? Alors d'un côté, vous avez les boues rouges, de l'autre côté, vous avez les goûts. Vous avez le choix dans le parc national. Ça, en fait, c'est du relargage d'eau douce qui est fait, qui peut modifier un petit peu les fonds sous-marins. Le fait que ce soit de l'eau douce, c'est pas très... Enfin, vu les mètres cubes d'eau, voilà, c'est de l'eau retraitée. Et on est au 19e, quand en fait, c'était les anciens égouts qui se rejetaient de Marseille. Tout le massif, en fait, a été creusé dessus. Depuis 1896, l'émissaire de Cortiou, une sortie d'égout, déverse les eaux usées de Marseille dans ce qui est devenu le parc des Calanques. La station d'épuration arrête bien les matières organiques, mais serait inefficace contre les détergents, métaux lourds, hydrocarbures, qui sont donc déversés dans la mer. C'est compliqué à gérer, hein, on peut pas... Il faudrait soit installer un embout biologique pour pouvoir détruire. Ça avait été déjà fait en partie par le passé, mais ça règle pas totalement le problème. Après, si c'est pour déplacer et rejeter plus loin en mer, c'est pas forcément la bonne solution. Fallait pas y penser, je veux dire, avant. Oui, mais le problème, c'est que le parc, il a que 2 ans, et ça date depuis longtemps. La ville de Marseille aurait pu faire quelque chose depuis plus longtemps. Dans la rade du Vieux-Port, le vent se lève. 2000 équipiers s'activent autour de 130 bateaux. La régate de l'après-midi va commencer. Bienvenue à la Juris Cup, qui est la plus grande manifestation de voile corpo de France.
Alors c'est une grande tradition, la plaisance à Marseille. Il faut quand même signaler que justement il y a un peu plus d'un siècle, la première manifestation a été organisée par la Société nautique de Marseille pour défendre la calanque de Port-Miou qui menaçait d'être obstruée avec des tirs de mine pour l'exploitation d'une carrière. Donc ce sont les plaisanciers qui se sont mobilisés les premiers avec les alpinistes, avec les randonneurs déjà à l'époque, il y a un siècle. Les plaisanciers sont aussi inquiets, comme tous les propriétaires de cabanons et ceux qui vivent dans les îles de la Rade. Avec l'arrivée du parc, ils ont peur de perdre leur zone de mouillage et de navigation. On avait le droit de mouiller dans les calanques, et c'est vrai que c'était un mouillage un peu anarchique. Mais au moins les transports de visiteurs, ce qu'on appelle à Marseille ou ailleurs les promènes-couillons, eh bien ils étaient obligés de ralentir parce qu'il y avait des bateaux mouillés au milieu. Maintenant, eh bien, depuis qu'il y a le parc, ils ont mis des bouées au milieu de la calanque, donc il y a une partie de la calanque qui est réservée au mouillage. Du coup, les fameux promènes-couillons, ils arrivent plein pot là-dedans, tout micro ouvert, et donc finalement ils rajoutent des pollutions alors qu'avant il y en avait moins. Alors, bonne pêche ou pas bonne pêche? Ben disons, pas mauvaise quoi. Il y aurait mieux et il y aurait pire. Voilà. Ça c'est le château d'If. On dit ça le comte de Monte Cristo. Voilà, je vous dis franchement, moi, je sais pas comme je suis à Marseille, 60 ans, jamais monté là-dessus. Entre les îles de Ratonneau et de Pomègue se dresse au milieu de la baie le château d'If. Deuxième site le plus visité de Marseille, le château accueille 90 000 touristes chaque année. Il a été construit à partir de 1529. Et ça reste un bâtiment unique dans l'histoire du patrimoine méditerranéen. Et parce que vous avez surtout un monument historique devenu en 1850 un lieu de pèlerinage pour les lecteurs du comte de Monte Cristo. Autour de 1850, le château d'If n'est plus envisagé comme une petite forteresse-prison construite par François Ier pour défendre l'accès au port, devenu accessoirement une prison, c'est devenu la prison d'Edmond Dantès. Les lecteurs, par leur enthousiasme, leur envie, leur désir de retrouver leur héros et cette histoire-là, qui ont suscité ces aménagements. Mais je crois que c'est impossible de faire un trou comme ça. C'est vrai ou... En fait, c'est un aménagement. Non, vous êtes dans un cachot imaginaire. C'est celui que l'on attribue à Dantès, mais le personnage n'a pas existé. Pour nous, c'est vrai, parce qu'on y croit. On y croit. Parce que vous y croyez, exactement. Ouais. Quand les visiteurs prennent le chemin des terrasses, ils passent devant le cachot des condamnés à mort, qui colle très bien avec cet imaginaire de la prison. On y retrouve tout, le lecteur est à sa place ici, mais même le visiteur. Alors, il fait peur ce château? Non. La question qui se pose aujourd'hui pour quelques chercheurs, c'est ne serait-on pas en présence de la première économie touristique à grande échelle? La ville de Cassis a bâti sa réputation sur les vins blancs. Réputés pour être les meilleurs blancs de Provence, ils représentent 80% de la production locale. On a un terroir sur Cassis qui nous permet justement de faire de beaux blancs parce qu'on a un terroir avec des sols profonds, des sols argilo-calcaires et qui vont nous permettre de produire des raisins blancs qui vont justement garder de la fraîcheur, de l'acidité, bien qu'on soit dans une région chaude. C'est notre vin, quoi. Il est fait avec amour. Je pense que c'est un de ses secrets. Ça, c'est pourri, ça. Vous allez rien. Rien n'échappe à Ahmed. Ahmed, c'est œil de lynx. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Du miel. Sur une vigne, il y a 2 générations de grappes. Les grappes qu'on va garder pour faire du raisin, qui sont celles qui sont dans le cœur de la vigne. Donc vous les voyez ici, elles sont bien dorées. Vous avez une 2e génération de grappes, c'est ce qu'on appelle communément les grappillons. Et ça, il ne faut pas le vendanger parce que c'est pas mûr du tout, c'est que de l'acidité. Ça ne valoriserait pas les vins. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien du tout quoi, dedans. Hein. Au niveau du goût, après, dans le vin, on le retrouve. Hein. C'est à la fois affectif et une vraie passion, ce métier-là. Après, ce qui fait la qualité d'un vin, c'est tous les soins qu'on va lui apporter au départ à la vigne. Parce que pour avoir un bon vin, il faut du beau raisin. Il faut du raisin vendangé à bonne maturité. Donc la plus grande partie du travail, elle se fait à la vigne. Et au pied de ces vignes, certains chefs étoilés des Calanques n'hésitent plus à faire leur marché naturel. Avec le développement du parc, ici, plus question d'utiliser des pesticides. C'est quasiment de la moutarde, je fais mon pistou avec ça. Là c'est anis vert. Aucun produit chimique et on arrive à avoir justement du fenouil, de la rouquette. On est assis sur un trésor, faut juste savoir le sublimer. Bon j'arrête parce que je vais te faire le domaine là. Mais bon moi je sais pas m'arrêter. Et il y a plein de gens qui passent à côté en croyant que c'est finalement des mauvaises herbes.
comme les herbes, comme le pourpier, toutes ces herbes, là, à un moment donné, c'est vrai qu'on a toujours l'impression parce qu'on est habitué à manger de la septisée, de la belle laitue bien paumée en plein mois de novembre. Voilà, on respecte le terroir, on est dans un parc national maintenant, donc on fait attention aux herbes, on fait attention aux animaux et aux vignes, ça va avec. Bon, après j'arrête parce que regarde, ça c'est un arbre le truc. Allez, t'as un loup assez grand pour mettre au four avec ça? Tiens, regarde Martin, le chou. Où? Je cherche. Hein. Et là, on a du persil sauvage encore. D'accord. Ça, faut mettre ça sur le homard. Hein, Toug? Viens voir. Tu vois? C'est un produit, voilà. En fait, quand on le cueille, il nous dit voilà, voilà comme je suis, tu te débrouilles avec ça. Pendant que le chef prépare sa carte du soir, les gardes forestiers profitent de la fin de journée pour rappeler les consignes de base aux randonneurs. Ne jeter aucun déchet, ne pas fumer, ne pas dégrader la faune et la flore, rester sur les sentiers balisés, avoir toujours 1 litre d'eau par personne, promener ses animaux en laisse. 95% de mon travail est de la prévention, d'informer et de prévenir aux petites infractions que pourraient commettre nos visiteurs. Majoritairement, c'est encore la cigarette. Les gens fument dans cet espace naturel. La cigarette, tout feu, le feu de camp, le réchaud, mais de fumer, c'est interdit toute l'année. On est là pour prévenir tout départ de feu. La sécheresse des mois d'été et le mistral sont les 2 grands facteurs de risque d'incendie. Pour maîtriser les feux de forêt, sur les 8500 hectares du domaine, la coordination des équipes est primordiale. Le service incendie et secours s'est doté, pour plus d'efficacité, d'un tout nouveau matériel. Contrairement à un hélicoptère et à un avion, d'abord c'est beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup plus maniable et on peut aller dans des endroits un peu plus biscornus. 1000 mètres de rayon, donc ça nous fait 2 km de diamètre, qui est largement suffisant pour faire des reconnaissances, quoi. Il manque plus de vigilance qu'il y a moins d'incendie qu'avant. Non, mais c'est très bien. Je suis d'Aubagne, mais ma fonction, je suis chargé des feux de forêt. Nous intervenons très souvent pour aller chercher des personnes qui sont bloquées en parois et autres. Mais pour aller les chercher, il faut s'entraîner. Et c'est là que ça devient compliqué. Il y a des réglementations quand ce sont des parcs nationaux. Ça nous bloque un petit peu au niveau des hélicoptères. Il ne faut pas survoler parce qu'il y a l'aigle de Bonali. C'est logique. Ils sont dans leur trip, ils sont dans leur travail. Nous, on est dans le nôtre. Et il faut que les deux s'accommodent. Et on va s'accommoder, Les marins-pompiers de Marseille s'entraînent régulièrement à atteindre les zones d'accès dangereuses lors d'exercices de sauvetage dans le parc. Donc Jean-Loup et François, on trouvera Jonathan, Maïka, Tis et Enzo. Mission pour cette équipe, extraire une victime en pied de falaise, Michael et Camille. Nous, on sera sur la tyrolienne. Pas de question? Alors on y va. C'est un milieu périlleux où la moindre erreur se paye cash. La victime, elle va être hissée et sortie au moyen de la technique de secours en paroi. On va dégager la victime par l'intermédiaire d'une tyrolienne pour pouvoir lui permettre d'arriver en face. Particularité de la spécialité aussi, on a un personnel qui fait victime. C'est pas un mannequin et ça change beaucoup de choses dans l'approche du personnel de la manœuvre. Verrouille d'ici déjà. On peut nous échapper à tout moment là. Et faire 70 mètres de glissade non contrôlée. C'est une plaisanterie pour la mettre en pression, mais sinon oui, c'est quasiment terminé là. Les vendanges touchent à leur fin. Les grappes défilent sur les trieuses avant le pressurage. Classé AOC depuis 1936, le vin de Cassis doit être à la hauteur de sa réputation. L'activité agricole dans les Calanques s'organise principalement autour de la viticulture. Impeccable. On est presque sur la fin là. Demain à midi on devrait finir. On visite un peu et après au moins vert, c'est ça? Rapide. En voisin, le chef du restaurant étoilé des Calanques et son sommelier sont toujours les premiers à goûter la dernière cuvée. On vient directement au vendange, on vient goûter directement à la cuve. C'est vrai qu'après on peut savoir de quoi on parle, surtout à Cassis. Et croyez-moi, quand on parle un petit peu de terroir sur Cassis, il y a de quoi faire de très très bons vins. On va déguster le dernier millésime, le 2013.
Toi déjà pour toi c'est un millésime comment? Un très bel équilibre entre le fruit et l'acidité, avec des jolis arômes parce qu'on a eu des maturités lentes. On a vraiment un très bel équilibre. Moi tout de suite j'ai du citronné, je suis un petit peu sur l'écorce de pamplemousse, floral, très élégant, subtil, voilà, un joli vin de cassis traditionnel. Maintenant on va voir en bouche. Vous l'avez goûté chef déjà? Ça y est. J'ai pas pu recracher. Notre journée sous le soleil des Calanques touche à sa fin. Dans moins d'une heure, les vendanges étoilées vont débuter. Le restaurant de Dimitri Droineau va accueillir les grands chefs de la région pour présenter une cuisine locale, accompagnée des vins du domaine de Cassis, entre tradition et originalité, avec vue sur la Méditerranée et le Cap Canaille. Et là il est 6h et je commence à me plonger dans ma cuisine. Tout est calé, tarte à la tomate c'est bon, vous commencez à monter les gars. Maud, tu monteras à un moment donné parce qu'Alex Mazia il va devoir repartir sur son service et toi tu vas donner un coup de main à la fille qui est déjà là-haut en place. C'est bon? Vous avez pas de questions? C'est bizarre. C'est ça un peu ça, le rôle du cuisinier restaurateur, hein, c'est accueillir les gens, cuisiner, essayer de développer une identité, travailler en cohérence avec la région. Pourquoi je suis venu ici? Parce que ça me parlait. Monsieur Belon, bonjour. Plutôt sec. Hein. Plutôt sec. Vous avez un verre ou pas? Je bois à la bouteille. On était au niveau des vignerons dans une démarche d'agriculture biologique, de respect de l'environnement. Donc lorsqu'on nous a proposé d'intégrer un parc national, on a adhéré parce que ça mettait en avant la philosophie de travail dans laquelle on se trouvait. C'est délicieux, ça a l'air délicieux. On a bien préservé la convivialité, les gens sont visiblement très contents, on est sur des produits du terroir, donc on peut dire mission accomplie à ce niveau-là. Oui. Parc magnifique, parc polémique, en devenant le premier parc périurbain d'Europe, le parc national des Calanques est maintenant face à un défi. Derrière l'image de carte postale, tenter de concilier l'inconciliable, la préservation de son environnement d'exception avec le mode d'existence de 1500 cabanonniers, l'accueil d'un tourisme raisonné avec les habitudes d'habitants installés depuis des générations.